Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, qui a aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir M. Biendi Maganga Moussabou, qui est le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de l'Alimentation. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ok, nous allons parler d'un sujet qui est on va dire, qui est d'actualité. Il s'agit d'agriculture, il s'agit du développement de l'agriculture, il s'agit d'alimentation, des préoccupations qui sont réelles sur le continent africain et notamment ici au Gabon. Alors, le thème que nous avons choisi de développer avec vous, c'est la place et le développement de l'agriculture dans un pays d'exploitation pétrolière et minière. Est-ce que l'énoncé vous convient? L'énoncé me convient parfaitement. Et puis, je suis votre invité. Donc, on dit, quand on arrive dans un village, quand les gens marchent sur une jambe, marchez aussi sur cette jambe-là. Oui. Alors, on dit que l'agriculture, ce n'est pas important dans un pays où on exploite à fond le pétrole, où il y a des mines, etc. Est-ce que c'est le cas du Gabon? Je ne pense pas que cette idée ait jamais été une idée partagée au Gabon par le plus grand nombre. Je voudrais rappeler ici que l'ensemble de la population gabonaise, l'ensemble des familles gabonaises ont toujours traditionnellement été organisées autour de l'agriculture. L'Afrique importe actuellement des produits alimentaires à hauteur de 30 milliards d'euros par an. Ainsi, la facture des importations alimentaires atteindra les 93,5 milliards d'euros en 2030. Il y a aujourd'hui 243 millions d'Africains qui souffrent de malnutrition et 58 millions d'Africains de moins de 5 ans en retard de croissance, le taux le plus élevé au monde. 10 millions de jeunes Africains sont par ailleurs atteints d'obésité. Le défi est aujourd'hui de mettre rapidement fin à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition sur le continent, afin de prévenir l'émaciation et le retard de croissance chez l'enfant. Si l'Afrique parvient à nourrir ses habitants, le marché et la stabilité économique des pays africains s'en trouveront améliorés, les réserves de devises préservées, les zones rurales transformées et des millions de personnes auront accès aux emplois ainsi créés. L'agriculture doit donc être au cœur de la stratégie de diversification économique et de la création de richesses en Afrique. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, est convaincu que les millionnaires et les milliardaires africains de demain seront issus du secteur alimentaire et agricole et non des secteurs du pétrole et du gaz. Le président de la BAD poursuit en soutenant que l'Afrique doit transformer toutes ces zones de misère économique en zones de prospérité économique et pour cela, il faut que le secteur agricole fonctionne de manière parfaitement efficace. La BAD entend faire comprendre aux pays africains que l'agriculture n'est pas un mode de vie ou une activité de développement, mais bien une activité économique à part entière. Alors, le décor est planté. On pourrait ajouter à cela que le Gabon dépense chaque année plus de 400 milliards de francs CFA en importation de produits alimentaires. Cela fait un peu plus d'1 milliard par jour. Quel commentaire? Nous savons tous que 400 milliards de francs CFA dépensés chaque année pour importer des produits, ça consiste à financer des emplois ailleurs. Nous avons besoin de créer des emplois ici, nous avons besoin de créer de la richesse ici, donc nous pouvons nous passer de financer ces emplois à l'extérieur, premièrement. Deuxièmement, nous avons vu que ces importations nous créent une vraie fragilité monétaire, j'entends, puisque nos réserves de change sont utilisées pour les transactions en devises étrangères, en euros ou en dollars, et que ça vient complètement fragiliser la position de notre monnaie, le franc CFA. Donc si nous voulons avoir une stabilité aussi de ce côté-là, nous avons intérêt à inverser la tendance. Et nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes engagés dans ce combat, qui est un combat de tous les instants, un combat quotidien. Mais un combat mené par le gouvernement, mais un combat mené aussi, qui doit être mené par l'ensemble de la population et l'ensemble de l'écosystème. Notre écosystème est constitué de quoi?
Il est constitué de la population qui doit elle-même planter, se mettre à planter, se mettre à élever, que nous devons former, que nous devons éduquer, que nous devons mobiliser. Mais l'écosystème est aussi constitué d'importateurs, constitué d'acteurs de la grande distribution, que nous devons fédérer pour que les efforts soient focalisés vers la production intérieure, vers le développement du Made in Gabon. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il n'y a pas un déphasage entre la volonté justement de donner une place importante à l'agriculture et la réalité du terrain? Non, il n'y a pas de déphasage. Il n'y a pas de... Parce que jusqu'à présent, on attend quand même des résultats au point que certains pensent que la rente provenant des mines et du pétrole est largement suffisante. Non, mais ça, permettez-moi, mais je pense que nous sommes en 2020 au Gabon. Bon, là, j'ai l'impression que dans ça, vous me ramenez des années un peu auparavant. Non, les 400 milliards, c'est la réalité d'aujourd'hui. Depuis 2014, par exemple, dans ce pays, on voit bien que les ressources pétrolières ont baissé. Se sont asséchées. Voilà. Ouais. Non, elles ne se sont pas asséchées, elles ont considérablement diminué. Provoquant une crise économique. Voilà. Donc, on est bien face à une réalité. On est face à la réalité que nous devons inverser la tendance. Maintenant, quand vous prenez le cas du Gabon, nous avons mobilisé ces dernières années énormément d'argent pour financer notre agriculture. Je prends, avec la Banque africaine de développement, nous avons mobilisé 64 milliards pour le projet d'appui au programme Graines. Et nous commençons, à partir de cette année 2020, la mise en œuvre de ce projet d'appui au programme Graines. Nous venons de mobiliser à peu près 15 milliards avec le FIDA pour relancer le programme de développement de l'agriculture rurale dans sa phase 2, dans 3 provinces du Gabon. Nous venons de mobiliser 21 milliards de francs CFA avec l'AFD pour relancer la filière maraîchère et la filière porcine. Et comme ça, nous faisons une mobilisation de fonds qui est importante. Nous continuons avec la BAD pour le Prodigva, le projet de diversification des chaînes de valeur, pour développer le riz et l'aviculture, donc la culture de poulet de chair, et avec la BADEA également dans le même secteur, dans les mêmes filières. Donc, il est clair que nous avons conscience qu'il est important que nous canalisions une bonne partie de notre ressource vers le financement de l'agriculture. Parce que l'agriculture ne se fait pas juste dans la tête, ça se fait avec beaucoup d'argent, ça demande énormément d'investissement. Les enjeux sont très importants. Absolument. Les enjeux sont importants. Surtout l'alimentation. Ouais. Absolument. Donc pour nous, au Gabon, c'est vraiment des questions que nous prenons à bras-le-corps. Le gouvernement est conscient et rend compte au jour le jour au président de la République de l'avancée. Je vais vous prendre un exemple qui va vous montrer à quel point l'agriculture est importante. Nous sommes actuellement au Gabon en intercession parlementaire. Donc le président est autorisé à légiférer par ordonnance. Il vient de prendre une ordonnance qui fixe la politique semencière de notre pays. Dans cette période, il ne légifère par ordonnance que sur les sujets qu'il considère comme étant des sujets d'importance. Il vient de démontrer encore une fois que pour lui, l'agriculture est un sujet d'importance en prenant cette ordonnance. Donc, il faut désormais que la prise de conscience que nous démontre tous les jours le président de la République et qu'épouse le gouvernement soit une prise de conscience collective au niveau de notre pays. Il faut également que cette prise de conscience soit collective, soit partagée au niveau de l'ensemble des pays de notre sous-région, pour que nous accroissions nos échanges, que nous accroissions le commerce entre nous, pour que nous évitions justement d'avoir recours à des importations qui nous viennent de la zone hors CFA et qui nous fragilisent. Alors, nous allons arriver justement à certains points justement de cette volonté, mais dans la volonté justement de l'État gabonais, on a l'impression qu'on fait un pas en avant et puis un autre pas en arrière. Je vais prendre un exemple, celui de Olam. Olam, qui est l'un des grands partenaires du Gabon, qui était engagé dans l'agriculture, et puis tout d'un coup, qu'on a dévié vers le pétrole, vers les activités aéroportuaires. C'est vraiment pas la lecture que je fais. Je fais la lecture plutôt d'un investisseur qui est arrivé au Gabon, qui a fait confiance à l'environnement des affaires dans notre pays, et qui s'est investi dans un certain nombre de secteurs, notamment dans le développement de la zone économique spéciale de Nkok, qui est un vrai succès, avec un vrai gain de qualité et de quantité transformée dans notre pays, dans le secteur du bois.
avec la présence de plusieurs industriels à cet endroit. Olam s'est investi également dans l'agriculture avec succès, dans le palmier à huile, puisque le Gabon est devenu un bel exportateur d'huile de palme, aujourd'hui reconnu de par le monde. Nous vendons même notre huile de palme au Cameroun, ce qui est une belle démonstration de réussite. Donc je ne vois pas le groupe Olam se retirer de l'agriculture, comme vous dites. Maintenant, le fait que le groupe Olam, qui croit toujours au Gabon, investissent dans des secteurs diversifiés, je trouve que ce n'est que une question qui crédibilise un peu l'environnement des affaires au Gabon. On ne peut pas empêcher un opérateur de développer ses activités. Maintenant, s'agissant de l'agriculture, le succès du groupe Olam dans la culture de rente, puisqu'il a investi à la fois dans le palmier à huile et dans l'EVA, ne doit pas cacher que des efforts restent à faire pour développer, pour donner beaucoup plus d'impact au programme GREN. Et dans le cas du programme GREN, dans sa nouvelle version, vous avez 2 entités qui sont aujourd'hui impliquées dans le développement du programme GREN pour animer le programme GREN. Vous avez l'Agence de développement agricole du Gabon qui doit apporter toute la partie conseil agricole, la partie aménagement, soutien aux agriculteurs, et la Sotrader. Sotrader, qui est une société qui est détenue à 100% par le groupe Olam. Alors, qui est issu du partenariat entre l'État gabonais et le groupe Olam. D'accord. Alors, quelque part aussi, il est dit que l'État gabonais se retrouve dans une sorte d'écartèlement, puisque la communauté internationale lui demande de préserver sa forêt. Il y a même des fonds qui sont remis au Gabon pour pouvoir justement préserver cette forêt. Alors, comment peut-on développer l'agriculture tout en préservant la forêt? Et il y a des exemples, malheureusement, sur le continent qui sont là et qui font peut-être hésiter le Gabon. Il y a les cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui se sont donnés à fond dans la cacaoculture. Et on a vu que le cacao rapporte plus aux Occidentaux qu'aux cacaoculteurs. Alors, est-ce que tout ça ne fait pas freiner un peu, des fois, des cas de fer, le Gabon? Bon, d'abord, moi, je voudrais vous rassurer, je ne me sens pas écartelé en tant que ministre de l'Agriculture. Parce qu'en même temps qu'il faut développer l'agriculture, il faut préserver la forêt. En tant que membre du gouvernement gabonais, je ne me sens pas, je ne sens pas mes collègues écartelés. Le président de la République, de ce que je vois, ne me semble pas écartelé. Au contraire, nous sommes très cohérents. Vous savez, vous venez de citer des pays qui ont investi dans plusieurs cultures, qui ont très peu de ressources de retour sur investissement, qui ont détruit leur forêt presque pour rien. Écoutez, moi presque. Moi, je ne sais pas. Si vous voulez bien me laisser développer, je vais vous dire pourquoi je ne me sens pas écartelé. Je ne me sens pas écartelé parce que je trouve que le leadership que le Gabon, à travers son président, exerce dans la préservation de la biodiversité, dans la préservation de l'environnement, est un leadership légitime pour les générations présentes et les générations futures. Pour éviter justement que nous ne fassions de l'exploitation, je dirais, sauvage. C'est un légitime auquel j'adhère, auquel je donne un crédit qui est total. En tant que ministre de l'Agriculture, je me réjouis justement que mon pays dispose d'une commission nationale d'affectation des terres qui travaille en mettant l'ensemble des administrations et l'ensemble des stakeholders autour de la table pour voir l'opportunité d'octroyer telle ou telle terre à une activité donnée. Moi, au mois d'octobre, le ministère de l'Agriculture vient pour la première fois de se voir attribuer l'équivalent de 45 000 hectares à travers le pays, dans 2 zones bien précises, pour soutenir le développement des zones agricoles à forte productivité. Ce sont des zones qui vont permettre à l'agriculture de se développer, et je ne vois pas pourquoi j'aurais le sentiment que le fait que mon pays est engagé dans la préservation de son environnement, donc dans un développement équilibré, raisonnable et avec une méthode, je ne vois pas pourquoi ce serait une contradiction. Je déplore. Parce que développer l'agriculture, c'est quand même entrer dans
détruit des fois la forêt. Je déplore la situation, disais-je, des autres pays qui ont connu des fortunes, je dirais, malencontreuses. Mais en ce qui nous concerne, nous avons décidé de nous développer de manière qui soit la plus responsable et la plus prudente possible, en équilibrant les efforts. D'ailleurs, quand vous prenez ne serait-ce que l'exploitation forestière, nous avons une politique de développement, d'exploitation durable, d'exploitation éco-responsable, avec l'aménagement. Les concessions forestières sont aménagées, c'est-à-dire en n'allant pas prendre toutes les espèces. Il y a des zones qui sont bien déterminées. Méthodique, oui, avec une vraie méthode, avec un vrai souci de la préservation de l'écosystème. Je voudrais quand même insister sur ce sujet que vous avez abordé. C'est un sujet qui comporte plusieurs dimensions. Vous avez parlé de la dimension conflit entre le développement et la préservation de l'environnement. Ouais. Derrière cette notion de conflit, il y a la notion aussi du conflit homme-faune, dont on parle beaucoup dans nos pays. On parle de conflit homme-faune, pourquoi ? Parce que les éléphants que nous préservons sont accusés d'être responsables de la dévastation de plantations. Il faut vraiment bien remettre les choses dans leur contexte. Moi, je voudrais déjà qu'on ne parle pas de conflit, mais qu'on parle de cohabitation. Cohabitation, cela implique... La cohabitation, c'est le résultat de l'action que vous menez, peut-être la cohabitation, c'est le principe... Pour le moment, il y a conflit. Non, pour le moment, il n'y a pas conflit. Pour le moment, il y a un problème... Quand on lit la presse, on voit comment les éléphants ils détruisent des villages entiers, des plantations. Au Gabon, il n'y a pas un seul village qui a été détruit par les éléphants. Je préfère le dire, parce que je veux bien croire qu'il y a des villages entiers qui sont détruits, mais pas au Gabon. Il faut savoir, c'est pour ça que je parle de cohabitation, quel est le territoire qui appartient à chacun. Il faut dire que traditionnellement, dans notre pays, nous avons eu l'habitude de faire de l'agriculture itinérante sur brûlis, dans la forêt, dans le territoire des éléphants. Vous voyez ? Donc, à partir du moment où nous commencerons à nous dire que l'agriculture doit avoir des zones réservées, comme c'est le cas de notre projet de zone agricole à forte productivité, des zones réservées qui permettent d'agréger les petits planteurs, les agripreneurs autour de gros agro-industriels, des zones délimitées proches des voies d'évacuation avec toute la logistique qui soit, que nous pourrons facilement délimiter par des barrières électriques, et ce à quoi mon collègue, le ministre Lee White, adhère parfaitement. Le ministre de la Forêt. Ouais. Le ministre de l'Environnement, de la Forêt, de la Mer, chargé du plan climat et de l'affectation des terres. À partir du moment où nous aurons des zones bien délimitées, nous serons réellement en train de concrétiser la cohabitation. Je pense que le développement de l'agriculture aujourd'hui implique que nous rationalisions nos pratiques. Il faut que nous soyons le plus rationnels possible et que nous changions un certain nombre de nos habitudes pour avoir beaucoup plus d'efficacité et transformer cette présence des éléphants, cette conservation de l'environnement, vraiment comme un atout, comme une marque, cette partie, je dirais, flamboyante de notre image de marque, de notre identité. Au Gabon, nous préservons l'environnement et nous pouvons nous développer malgré tout. Maintenant, comme je le disais tantôt, on va entrer à fond dans le projet Graines. De quoi s'agit-il ? Pourquoi s'appelle-t-il projet Graines ? Ça ressemble à quelque chose qu'on a vu au Maroc. Écoutez, oui. Est-ce que c'est une copie Bon, d'abord, il n'y a aucun problème à copier les choses qui marchent. Donc, le programme Graines est inspiré. Donc c'est le programme Graines. C'est un programme, parce que le projet, ça a été la partie... Maintenant, on est dans la phase d'exécution. Voilà, c'est le programme Graines. Dans sa phase initiale, a mobilisé énormément de fonds. Cette phase initiale nous a permis de faire des constats, grandeur nature.
voir quelle était la force de justement cette question de relation homme-faune, l'importance de la gestion du foncier, l'importance de la gestion, de la mobilisation même des Gabonais au travers des coopératives, la question de l'approvisionnement en semences de qualité, de gestion de la logistique, la mise à disposition d'engins pour pouvoir accompagner les producteurs dans le traitement des sols, l'accès pour la production au marché. Toutes ces questions nous ont permis d'élaborer le projet d'appui au programme Graines. Nous sommes en train de mettre en œuvre désormais le programme Graines au travers des fonds que nous avons mobilisés. Et qu'est-ce que cela comporte sur le terrain, exactement, concrètement, comme on dit? Concrètement, aujourd'hui, nous avons donc levé complètement tous les freins au déblocage de ces fonds. Les fonds sont débloqués. Le programme budgétaire de l'année 2020 a été adopté par le comité de pilotage du programme Graines et validé par la Banque africaine de développement. Donc pour 2020, cela va consister en réalité à préparer tous les appels d'offres, à faire en sorte que tous les appels d'offres puissent être lancés au mois d'avril pour que nous ayons regroupé tous les acteurs qui puissent nous permettre de mettre en œuvre le programme. Ce programme va consister à quoi? Il va comporter une grande composante infrastructure pour doter les agriculteurs d'un accès à l'eau, accès à l'électricité, à l'éducation et à la santé, va nous permettre de construire des centres de groupage, des centres de stockage, des centres de groupage, d'organiser la transformation, de faire en sorte qu'il y ait des plateformes multiservices à proximité des agriculteurs où ils pourront avoir des tracteurs, des engins lourds divers pour aménager leur sol. Et ce programme va également nous permettre de développer un laboratoire pour l'analyse des sols, pour la sécurité alimentaire et voir exactement comment gérer le développement de cette agriculture. Des fonds seront consacrés également à la formation avec la relance de l'École nationale de développement rural d'OIM qui forme et à côté de tous les programmes de formation professionnelle que nous lançons. Donc c'est un vrai programme de structuration d'un écosystème en commençant par régler toutes les faiblesses que nous avons constatées dans la phase initiale du programme Graines. Alors, il se trouve que les jeunes sont au centre justement de ce programme Graines. Au centre de cette dynamique, effectivement. Mais on a l'impression que cette cible n'est pas encore bien touchée. On a le sentiment, que peut-être que vous allez nous contredire, mais on a le sentiment que les jeunes, pour le moment, tournent le dos à ce programme dans la mesure où le chômage continue de persister et dans la mesure où, il semble que ces jeunes ne sont pas attirés par justement l'agriculture dans la mesure où, encore une fois, où c'est une activité d'une pénibilité qui ne les intéresse pas. Et vous avez dit qu'il faut insérer dans ce programme l'adduction d'eau, l'accès à l'électricité, des choses qui ne sont pas encore réalisées parce qu'un jeune planteur, il aura envie, par exemple, de regarder la télévision le soir, ce qui va pas être le cas maintenant. Bon, nous avons la chance quand même, entre nous soit dit, que notre pays soit très bien couvert en matière d'accès à la télévision, à Internet et tout ça. Mais ça, c'est pour sourire. La vraie réalité, c'est que nous, le gouvernement, notre rôle, c'est justement d'emmener ces jeunes, de faire le constat que vous faites, que les jeunes ont besoin d'être conduits vers l'agriculture en comprenant l'intérêt de cette activité, en comprenant les ressources qu'ils peuvent tirer de cette activité. Mais ça passe par la structuration de leur mentalité dès le plus jeune âge. Quand, depuis 2 ans, nous animons le programme des vacances agricoles pour inculquer aux jeunes, très jeunes, l'idée qu'on peut faire de l'agriculture facilement. J'allais dire combien de jeunes? Cette année, nous avons eu 3000 jeunes. Nous avons commencé le programme l'année d'avant avec 250 jeunes et je n'ose pas vous dire le chiffre que nous souhaitons atteindre pour la 3e édition qui commencera au mois d'août prochain. Mais je pense que nous doublerons au moins la cible de jeunes que nous aurons touchés. Mais vous savez, si je parle des vacances agricoles, c'est pour dire que la sensibilisation des jeunes se fait de manière structurée, méthodique.
nous avons les vacances agricoles. À côté des vacances agricoles, il y a le programme des classes vertes que nous avons démarré avec la FAO et que nous souhaitons étendre à l'ensemble du pays. Nous sommes donc en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour que les curricula soient validés, pour que très rapidement nous puissions lancer ce programme et le rendre pérenne dans toutes les écoles du Gabon et sur la durée. À côté de ça, vous avez toute la partie formation professionnelle. Nous avons un programme que nous avons lancé avec l'Office national de l'emploi, avec l'Agence nationale de la formation professionnelle et notre ministère, avec d'autres partenaires comme Junior Achievement Gabon, qui est un programme organisé le premier certificat de formation professionnelle en technique agricole diplômant de notre histoire, qui est adressé à des jeunes de niveau CM2 à 5e et qui va permettre de former 300 seniors sur le site de la société SIAD Gabon. 300 seniors qui vont en EVA. En EVA, oui. Seniors dans le sens de saigner. Seniors dans le sens de saigner, qui vont sur 12 mois avoir une formation 9 mois pratique, 3 mois théoriques sur le site de l'employeur et qui vont commencer à travailler avec un salaire d'environ 350 000 pour commencer et qui pourra aller jusqu'à 600 000 et qui se verront attribuer une parcelle d'1 hectare juste à côté pour pouvoir eux-mêmes développer leur propre plantation. Donc, il y a des exemples que nous faisons avec l'AFD dans le cadre du programme du Prodiac 2. Nous avons également des programmes de formation professionnelle diplômants pour les porchers et les maraîchers et plusieurs autres filières où nous pensons qu'il est important de donner des diplômes pour donner un statut, une reconnaissance au savoir-faire acquis par les jeunes. Les jeunes ont besoin, certes, d'avoir accès à Internet, mais ils ont aussi besoin d'accomplissement, de reconnaissance personnelle. Et je pense qu'en leur donnant des diplômes, en leur donnant une vraie formation, on va finir par leur donner le sentiment de fierté et un vrai métier, cette fameuse professionnalisation de l'agriculture Et les transformer en agripreneurs, comme on dit. Les transformer en agripreneurs. Je pense qu'il faut leur donner le sentiment de fierté. Aucun jeune, croyez-moi, n'est fier d'être au chômage. Aucun jeune n'est fier de traîner dans les quartiers et de ne rien faire à longueur de journée. Comme aucun jeune diplômé n'est fier d'être au chômage. Le gouvernement a entrepris au Gabon de réorienter la manière dont nous concevons la formation pour que ce soit plus les formations pratiques qui donnent un emploi plutôt que les formations théoriques qui ne donnent pas d'emploi. Et le président de la République, dans un récent discours à la Nation, a même parlé de criminels, a dit qu'il était criminel de former des chômeurs, des diplômes pour des jeunes qui n'allaient pas avoir accès à un emploi. Donc c'est vraiment dans cette logique que nous intervenons. Nous, le ministère de l'Agriculture, nous nous réjouissons de la formidable coopération, de la solidarité dont nous bénéficions des autres membres du gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre nos programmes. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas encore gagné. Mais nous avons la foi, nous avons surtout les leçons du passé dont nous tirons de beaux enseignements. Et je pense qu'avec les différentes pressions qu'il y a, on a évoqué au départ la pression monétaire, la pression des revenus, la pression de la prise de conscience et de la vision du président de la République, la pression environnementale, la pression de l'ouverture, il ne faut pas oublier, de la zone de libre-échange continentale au sein de laquelle le Gabon a bien conscience qu'il doit jouer un rôle différent du rôle de client. Nous voulons être fournisseurs parce que nous avons le potentiel, nous avons un environnement qui nous permet d'apporter quelque chose, et en plus nous avons nos savoir-faire traditionnels que nous devons transformer en savoir-faire contemporain. Ok. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant la question du foncier. Vous l'avez évoqué tantôt. Le foncier est une difficulté, le foncier rural. Les terres sont disponibles, mais comment y avoir accès ? Écoutez, c'est vraiment une question qui est fort à propos, qui vient fort à propos, puisque c'est vraiment ce concept de zone agricole à forte productivité que nous avons lancé, que le gouvernement a lancé, pour justement arriver à régler cette question d'accès au foncier. En ayant des zones
dans lesquels nous avons fait des études agro-pédoclimatiques, donc l'étude de tout ce qui peut pousser, quel est le climat, quelles sont les filières qui peuvent se développer là, quelles sont les spéculations qui peuvent pousser à cet endroit, en délimitant ces zones, en donnant à ces zones un statut foncier de zone agricole à forte productivité. Ça nous permet de faire le morcellement, d'installer les agriculteurs dans des endroits où les parcelles qui leur sont attribuées sont identifiées et surtout intégrées dans un écosystème. C'est beaucoup plus aisé pour nous. Nous avons considéré qu'il était beaucoup plus aisé de traiter la question du foncier de manière globale que de manière distincte et particulière dans des endroits où il est beaucoup plus difficile de faire de l'identification foncière. En tout cas, nous sommes au Gabon, la population maximum 2 millions d'habitants, pour une superficie qui n'est pas totalement couverte. On peut dire que la densité de la population ne pose pas problème concernant l'attribution justement des terres, mais il faut prendre les terres où, pour les donner à qui, de quelle façon? Il faut prendre les terres dans les zones agricoles à forte productivité qui vont être ouvertes à tous les types d'acteurs du secteur, j'ai dit du petit planteur à l'agripreneur et jusqu'à l'agro-industriel. Nous, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'au Gabon, nous voulons développer un modèle intégrateur. C'est pour ça que je parle d'agrégation. Nous voulons développer un modèle où il y a une vraie cohabitation entre l'activité... Qui prennent tous les éléments en compte. Qui prennent tous les éléments en compte, exactement, qui tiennent compte de la nécessité de cohabiter avec notre environnement. Et donc, regrouper les agriculteurs dans des zones bien précises et recréer un habitat et recréer des conditions de développement de l'agriculture nous paraît beaucoup plus évident, même pour gérer le foncier, qu'aller donner du foncier à quelqu'un dans une forêt. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué, sachant que la personne fait une agriculture itinérante sur brûlis et que dans quelques temps, elle va se déplacer de cet endroit pour aller planter ailleurs. Donc, ce que nous voulons, c'est aussi expliquer à nos agriculteurs que les méthodes utilisées jusqu'à là, traditionnellement, sont des méthodes intéressantes, mais qu'il y a mieux, qu'il y a... il faut les moderniser. Il faut les moderniser. Il faut moderniser la gestion de notre agriculture, les pratiques pour que nous ayons de meilleurs résultats. Et alors arrive des fois la question difficile de l'utilisation des pesticides qui provoquent des problèmes également. L'utilisation des pesticides n'est pas une question difficile. Je peux puis vous dire que nous avons un vrai contrôle, un vrai monitoring de ce qui se passe en la matière. Nous avons aujourd'hui au sein du ministère réuni une commission qui regroupe l'ensemble des représentants de plusieurs ministères pour statuer sur l'utilisation du glyphosate. Et donc, nous avons réellement en conscience de l'importance de regarder toutes ces questions. Et c'est monitoré par l'AGASA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui effectue des contrôles, des tests laboratoires. Et c'est une question vraiment que nous avons la chance, oui, qui est prise en compte. Nous avons la chance en réalité que la question des pesticides aujourd'hui ne concerne surtout que les agro-industriels. Et ceux-là sont dans une relation permanente d'échange avec nous et puis de transparence surtout sur leurs importations. Alors, vous avez évoqué un certain nombre d'actions qui sont engagées par l'État du Gabon, mais autour de quels produits agricoles? Parce que quand on parle d'agriculture, ce sont tout de suite des produits qu'on voit. On sait qu'ici au Gabon, on mange beaucoup le manioc. Est-ce que vous allez faire aussi du cacao et du café comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, comme le Kenya, etc. Quels sont les produits qui sont pris en charge dans le programme Graines que vous avez évoqué? Initialement, lorsque le programme Graines a été lancé, il concernait 4 spéculations, le manioc, la banane, le piment et la tomate. Aujourd'hui, nous avons ouvert le programme Graines à l'ensemble des spéculations. Pas de riz? Au départ, non. Au départ, non. Il ne concernait que ces 4 spéculations. Mais aujourd'hui, dans l'action que nous menons, nous avons choisi de nous attaquer aux plus grands produits d'importation qui sont les nôtres. Le riz, la volaille, la viande porcine, la viande de mouton, la viande ovine et caprine,
voici les spéculations que nous attaquons. Donc, si vous prenez la zone agricole, la zone à forte productivité d'Idemba, celle-ci sera consacrée au riz, au maïs et au soja. Cette zone va y être consacrée pour soutenir l'élevage, le développement de l'aviculture. Chaque zone est consacrée à une spéculation donnée en fonction des caractères agropédoclimatiques de l'endroit où elle est localisée. Nous ouvrons, bien entendu, nous savons que nous sommes de grands consommateurs de manioc, nous sommes de grands consommateurs de bananes, et nous ne saurions développer notre agriculture sans encourager le développement de ces cultures vivrières. Quelqu'un dit l'agriculture, c'est d'abord pour manger. Exactement. De façon triviale, on va dire. Nous, on va même on va même au-delà. On ne dit pas juste l'agriculture, c'est d'abord pour manger. On dit même que personne n'a jamais bu de pétrole le matin au réveil. Donc voilà, on mange un morceau de manioc, un morceau de banane et pour survivre. Donc je disais, bien entendu, sur les cultures de rente, nous focalisons sur ce que nous importons prioritairement et ce que nous mangeons réellement. S'agissant de l'industrie cacaoyère ou caféière, vous avez dit tout à l'heure des choses... Il y a un café et un cacao gabonais. Absolument. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure des choses qui sont symptomatiques de la structuration de l'industrie dans ces filières en Afrique. Notamment, je prendrais le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et pour enfoncer le clou, je dirais que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne touchent que 2% de ce qu'ils produisent et le reste, voilà, c'est au bénéfice des Occidentaux. Voilà. Donc, là, il y a un vrai défi pour l'Afrique dans ces filières pour savoir si nous arriverons à maîtriser la valeur ajoutée, à maîtriser la création de richesses chez nous. Question de transformation, question de qualité. Le développement de la filière cacaoyère et caféière au Gabon ne se fera qu'au prix d'une qualité supérieure pour pouvoir jouer, avoir une vraie place sur le marché international. Donc c'est dans ce sens que nous avons élaboré une nouvelle stratégie de développement des filières cacaoyères et caféières au Gabon, avec la création d'un conseil national du café cacao qui va regrouper l'ensemble des acteurs et avec la caisse de stabilisation, caisse café cacao, qui jouera un rôle de motivation, enfin pour rythmer la commercialisation. Nous voulons, dans le cadre de nos zones agricoles à forte productivité, installer une zone du côté de Batouri à Bitam de 13 000 hectares, consacrée essentiellement au café et au cacao, pour pouvoir regrouper les différents planteurs et faire en sorte qu'ils puissent avoir un endroit où s'exprimer. Mais dans tous les cas, nous avons une stratégie qui est bien claire. Nous savons que l'agriculture, c'est l'alimentation, et l'alimentation, je veux dire les cultures vivrières, mais aussi les cultures de rente qui permettent de développer des flux importants de devises pour le pays. Mais l'avantage des cultures comme le café et le cacao, c'est que de manière intermédiaire, intercalaire, on peut développer plusieurs cultures vivrières qui permettent à l'exploitant d'avoir des revenus en attendant la maturité du produit. Alors, les difficultés pour que l'agriculture et l'élevage se développent, ces difficultés-là sont nombreuses et il y en a une qui ressemble à un casse-tête, ce sont les infrastructures routières. On peut produire, mais s'il n'y a pas de route pour sortir ces produits et les mettre à disposition des consommateurs, eh bien, c'est des productions qui restent sur place et qui pourrissent. Moi, je n'ai pas exactement cette analyse. Pourquoi je ne fais pas cette analyse? Parce que en dehors du tronçon qui est très décrié et que nous empruntons tous, la nationale, qui est en très mauvais état, en dehors de ce tronçon, de grands efforts ont été faits dans notre pays pour que nous puissions avoir Parce que là, il faut aller dans les campagnes maintenant. Justement, en fait... Il faut un maillage... Il faut qu'on se comprenne bien. Oui. Quand vous allez dans un pays comme la France, on va prendre cet exemple que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous. Quand vous prenez le long des routes, c'est le long des routes que vous voyez les champs. C'est le long des routes que vous voyez les exploitations. Quand vous prenez le train, le train traverse les exploitations. Les exploitations sont là où il y a l'infrastructure qui permet d'évacuer la production.
pourquoi développerions-nous un modèle qui fasse complètement le contraire, qui dise les exploitants peuvent être partout, disséminés à travers le pays comme des points, et il faut que l'État emmène des routes partout. Mais peut-être que les infrastructures routières au Gabon ne sont pas encore suffisamment importantes. C'est pour ça que je dis il faut vraiment qu'on se comprenne. Donc il faut développer l'agriculture. Ici, au Gabon, on nous demande, à nous, d'emmener les routes de manière dispersée, là où les gens sont dispersés. Alors que nous avons des infrastructures routières et que le long de ces infrastructures routières, nous considérons, nous, gouvernement, que c'est là que nous devons développer notre agriculture, pour ne pas avoir à dénoncer l'absence d'infrastructures routières, comme si celles qui étaient là n'étaient pas déjà suffisantes pour que nous puissions, à proximité, développer notre exploitation. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Et je voudrais aussi souligner que lorsque le président de la République annonce le lancement de la Transgabonaise, qui est une route de 780 km, qui partira de Libreville à Franceville, il annonce quoi? Il annonce la création d'un vaste corridor de prospérité à travers le Gabon. Mais si nous ne tenons pas compte du tracé de cette transgabonaise pour aller installer les exploitations agricoles loin de cette transgabonaise, nous ne tirerons pas les bénéfices de cette importante infrastructure. Donc, il faut déjà que nous prenions en compte l'existant. Quel est l'existant? Nous avons des routes, réservons ces routes, les abords de ces routes, réservons ces zones au développement agricole. Et là, nous aurons moins de problèmes de conflits hommes-faune, nous aurons moins de problèmes d'évacuation, nous aurons moins de problèmes d'isolement ou d'enclavement des agriculteurs. Et c'est le credo du ministère de l'Agriculture, c'est le credo du gouvernement. Nous pensons que nous devons optimiser les actifs que nous avons. Au nombre encore des difficultés, il y en a beaucoup pour que l'agriculture se développe. Il y a... mais vraiment, vous m'emmenez sur un chemin qui consiste à énumérer les difficultés. Oui, mais je pense ces difficultés sont aplanies. La principale difficulté, elle est d'abord dans notre tête. Oui. Voilà. Regardez le sujet que nous étions en train d'aborder. On va y arriver, on va parler de sensibilisation. Oui, mais regardez le sujet que nous étions en train d'aborder. Oui. On laisse croire que le problème dans un pays où il existe des infrastructures, c'est d'emmener la route dans des petits chemins. Vous voyez, c'est pas ça. Il faut faire la démarche inverse. Il faut faire la démarche inverse. Tenez compte du fait que vous êtes un pays comme le Gabon, où lorsque vous faites une route en terre, avec le climat que nous avons, de fortes pluies, et vraiment parfois une utilisation de ces routes en terre. Même quand il y a l'asphalte. Voilà. Vous allez amener... Vous allez investir dans des routes en terre, multiplier les petites routes en terre pour aller chercher, pour les transformer en pistes agricoles. Mais dès lors qu'il y aura du trafic, dès lors que le temps aura passé, vous revenez 6 mois plus tard, la route elle est complètement abîmée, comme si on n'avait jamais fait de travail. Donc, essayons d'avoir, comme je dis encore une fois, d'enlever les barrières que nous avons nous-mêmes dans notre esprit. Et la première barrière, c'est celle qui consiste à ne pas vouloir voir. Mais je voudrais revenir sur une autre difficulté. Ça, on n'y peut rien. Ce sont les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, comment est-ce que le ministère que vous dirigez gère le comportement des paysans? Parce que le paysan, il est habitué à des cycles climatiques clairs et nets. Il sait à quel moment il doit débroussailler, à quel moment il doit semer, etc. Mais aujourd'hui, il est déphasé par les dérèglements. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites pour que justement ce problème soit réduit à sa plus petite conséquence? D'abord, le Gabon, depuis quelques mois, organise le recensement général de son agriculture grâce à l'appui technique de la FAO et un financement de la Banque mondiale. C'est la première fois depuis plus d'une quarantaine d'années que nous recensons réellement en profondeur les acteurs de notre agriculture. L'objectif, c'est de savoir où ils sont et de pouvoir mieux cibler les formations, la sensibilisation que nous voulons faire, premièrement. Deuxièmement, notre agriculture est une agriculture, comme je vous dis, dans les zones rurales, animée par des personnes qui sont ancrées dans leur tradition.
avec des pratiques anciennes, avec des méthodes anciennes et des croyances qui sont liées à leurs coutumes. En décidant de lancer le programme de développement de l'agriculture rurale dans sa phase 2, celui financé par le FIDA, l'objectif pour nous est d'être le plus proche possible des populations rurales dans les villages et de faire en sorte qu'ils aient accès à la vulgarisation des nouvelles techniques, y compris les techniques les plus modernes, la téléphonie mobile, pour pouvoir comprendre quels sont les meilleurs moments pour planter, quels sont les meilleurs moments pour sarcler et même pour mettre un peu d'engrais avant les pluies pour éviter que l'engrais mis ne soit lessivé. Mais encore une fois, soit on laisse les gens dans cette approche traditionnelle en disant ils ont toujours fait comme ça, on va encore faire comment, comme on dit, de manière très défaitiste, soit on dit aux nouvelles générations d'agriculteurs, vous pouvez vous installer dans des zones agricoles à forte productivité, autour d'agro-industriels, autour d'agripreneurs, dont vous serez les fournisseurs, qui vont vous aider à suivre les meilleurs itinéraires techniques, qui vont vous aider à suivre les meilleures méthodes, à avoir les meilleures semences, donc avoir les meilleurs rendements. Au sein de ces zones, vous aurez tout le soutien logistique et même humain. Vous aurez un environnement propice à votre développement et vous pourrez donc réaliser un investissement qui est beaucoup plus intéressant que celui que vous faites jusqu'à présent, où vous courez les risques de perdre votre récolte ou d'avoir des sous-rendements. Donc c'est vraiment une nouvelle conception de l'agriculture, une conception de l'agriculture en agropole, où nous souhaitons que les grands puissent faire bénéficier aux plus petits de la diffusion de leur savoir-faire, de la diffusion des bonnes méthodes, dans le cadre de la sécurité foncière dont nous avons fait le développement tout à l'heure, et faire en sorte que nous développions ces chaînes de valeur de manière solide, avec l'État qui joue son rôle de régulateur pour s'assurer que le petit producteur n'est pas spolié par le gros industriel dans sa relation commerciale. Alors, dernier point qu'on va aborder dans cette émission. Déjà. Parce que quand on parle d'agriculture, il y a tellement de ramifications. Absolument. Nous avons parlé d'agriculture, mais pas de pêche. Oui. C'est très important, la pêche, pour le Gabon. Les deux vont peut-être ensemble. Peut-être qu'on va vous demander de revenir. Avec plaisir. Pour la pêche et pour l'élevage. Mais on va terminer avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit que les difficultés, c'est vrai qu'elles sont physiques, mais il y en a beaucoup qui sont psychologiques, mentales. Alors, pourquoi il n'y a pas suffisamment, j'allais dire, de campagnes de sensibilisation, d'information? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de salons de l'agriculture, comme on en trouve un peu partout sur le continent, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire, etc. Au Gabon, nous avons un salon de l'agriculture, d'abord, qui est là, mais vous savez, il faut, quand on fait un salon de l'agriculture, savoir pourquoi on le fait. Présenter déjà des produits. Présenter les produits, ça c'est ce que nous faisons en permanence. Nous d'ailleurs, que ce soit au moment de Noël, au moment des différentes fêtes, les agriculteurs, les transformatrices exposent leurs produits. Aujourd'hui, nous voulons arriver à des marchés qui soient permanents, et qui rentrent justement dans la ville. Et nous travaillons avec la municipalité pour bénéficier de manière périodique d'espaces pour exposer les produits agricoles. Mais pour moi, si vous voulez, un salon doit plus être la rencontre entre une rencontre d'opportunités, exactement, opportunités de business, pour que les gens qui veulent investir dans l'agriculture voient les opportunités qui sont les leurs et que ceux qui veulent vendre voient les opportunités qu'ils ont pour vendre, soit au Gabon, soit à l'extérieur de notre pays. Et il y a un vrai potentiel à développer à ce niveau-là. Et c'est plutôt dans cet esprit business que nous entendons orienter le salon de l'agriculture du Gabon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand... je reviens à l'exemple des vacances agricoles. Quand vous avez des jeunes qui se disent « je fais les vacances agricoles 3 fois dans la semaine, 3 jours dans la semaine. Le reste des jours, je suis à la maison, je suis en vacances, mais je n'ai pas d'activité. » Et que vous avez de manière émouvante des jeunes qui prennent de vieilles baignoires,
qui prennent de vieilles planches et qui demandent à leurs parents de les aider à aménager des endroits de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, dans des endroits complètement exigus, dans des cours où ils n'ont même pas de terre, ils ont juste du ciment, mais ils demandent à leurs parents de leur aménager des choses. Ils prennent de vieilles roues, comme ils ont vu faire, ils plantent et ils récoltent du radis, ils récoltent de la tomate, ils récoltent de la salade. Vous comprenez qu'en réalité, les barrières sont dans les têtes. Et les barrières sont dans les têtes. Et quand on les fait tomber, on rencontre réellement de l'exaltation, on rencontre de la fierté, tant chez ces jeunes que chez leurs parents. Et aujourd'hui, vous savez, en arrivant dans ce studio, j'ai fait le tour et j'ai rencontré un jeune homme qui m'a posé la question de savoir quelle était la politique agricole du Gabon comparée à celle du Cameroun. Au Cameroun, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je lui ai dit, mais est-ce que vous plantez ? Non. Vous avez quel âge ? J'ai 35 ans. Pourquoi vous ne plantez pas ? La question que nous devons nous poser, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que je ne plante pas ? Qu'est-ce qui m'empêche de planter en réalité ? Prenez un petit sachet de semences de n'importe quel produit maraîcher, il coûte à peu près 300, 600 francs. Même quand on mange une papaye. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de planter ? Qu'est-ce qui m'empêche de planter ? C'est dans ma tête. Je préfère acheter. Pourquoi est-ce que je préfère acheter ? Est-ce que le fait d'acheter me valorise plus que le fait de récolter le produit de mon travail ? Nous, notre souhait d'intensifier les campagnes de sensibilisation, nous sommes sur notamment le terrain. à travers des émissions agricoles sur les chaînes nous sommes sur le de terrain. radio et de télévision. Je suis venu ici pour parler d'agriculture. Je reviendrai parler d'agriculture autant de fois que vous m'inviterez. Je prends l'engagement également de travailler avec vous sur un programme permanent de promotion de l'agriculture, qui ne fasse pas la promotion du ministre, mais qui fasse la promotion des acteurs sur le terrain. Je veux une émission qui aille les voir là où ils sont et qui sache montrer la prospérité de certains d'entre eux et la fierté qu'ils ont surtout à être des agriculteurs. Je vous assure que dans ce pays, je rencontre des gens incroyables, fabuleux, qui vivent très bien de leur activité et qui ne demandent qu'à se développer, et que grâce aux outils que nous allons mettre, notamment le Fonds de développement agricole du Gabon, que le projet d'appui au programme Graines va nous permettre de constituer, avec le fonds d'appui au système semencier que nous avons le plaisir d'avoir vu l'ordonnance prise par le président de la République récemment sur la politique semencière consacrée, nous aurons davantage d'outils pour accompagner les bonnes volontés. Et je suis d'accord avec vous, il faut davantage de communication encore, il faut montrer les success stories, et je compte sur vous et tous les autres pour montrer les gens qui ont eu du succès et encourager les jeunes à suivre cet exemple. En tout cas, nous sommes, au niveau de la Belle Radio et Télévision, nous sommes ouverts et disponibles. Et avant de vous dire un grand merci, on a envie de savoir qui vous êtes, parce que d'aucuns penseraient, après cette émission, que vous êtes ingénieur agronome. Eh bien non, vous êtes banquier. Exactement. J'ai fait des études de banque. J'ai travaillé dans la banque pendant toute ma carrière et jusqu'en 2016. Et le président de la République m'a fait le très très grand honneur d'intégrer l'équipe gouvernementale le 3 octobre 2016. J'ai commencé par faire mes classes dans le gouvernement au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national, où j'ai eu le bonheur de traiter des sujets divers et variés comme l'artisanat. L'artisanat, un grand sujet. L'artisanat, les questions d'encadrement des entrepreneurs, les questions de loi sur les PME, pour donner aux PME toutes les incitations possibles pour se développer. Et enfin, lorsque j'ai eu le plaisir et le privilège d'être nommé ministre en charge de l'agriculture, ça a été pour moi un vrai bonheur, et ça l'est toujours, ça l'est encore. Je suis passionné par ce secteur qui me donne le contact avec la vraie vie, avec la vie la plus simple, la plus concrète, la terre qui ne ment pas et qui nous restitue ce qu'on lui donne. Quand on lui confie une graine, elle nous la restitue développée, encore plus belle, et c'est exaltant. C'est un secteur qui demande à être
soutenu à avoir beaucoup, notamment en termes de réglementation, en termes de législation, et c'est ce à quoi nous travaillons. Et c'est un vrai bonheur, croyez-moi, de travailler en sentant réellement que ce secteur est une priorité pour le chef de l'État, pour le Premier ministre et pour l'ensemble du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire du ministre, c'est vraiment l'affaire de toute l'équipe gouvernementale. Et je suis très content en tant que Gabonais, banquier dans une autre vie, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, d'être en charge de cette mission exaltante. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, nous aurons des résultats qui vont nous permettre d'améliorer la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut. Je suis par ailleurs quelqu'un qui, très jeune, est tombé dans cet environnement agricole, puisque c'est en 1985 que j'ai fait mon premier stage au niveau du ranch Agro-Gabon dans l'élevage bovin. Je suis issu d'une famille d'éleveurs bovins et je suis moi-même éleveur de moutons. Ah. Donc voilà, je suis dans mon élément, je suis très heureux d'avoir pu être invité sur ce plateau de Label TV. Je vous remercie, je vous félicite pour ce sujet que vous posez sur la problématique des pays producteurs de pétrole. Comment vont-ils faire en réalité leur retour à la terre? Une problématique qui est une problématique continentale par ailleurs, puisque c'est 30 milliards de dollars qui sont importés en aliments chaque année sur le continent africain. C'est 30 milliards de dollars qui pourraient être réinvestis sur le continent pour développer l'économie. Je partage cette conviction avec le docteur Adesina, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit exactement ceci. Je lui ai dit, vous êtes un ancien banquier, je suis un ancien banquier. Vous adhérez à la vision de la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, puisque vous soutenez le Gabon par les fonds qui sont mis à la disposition du développement de notre agriculture. Je ne vois pas pourquoi, ensemble, nous ne réussirions pas à faire cette transformation de l'agriculture gabonaise. En tout cas, nous avons été très heureux. Ça a été un bonheur de discuter avec vous et de savoir que vous êtes engagé dans cette voie, justement, qui devrait permettre à l'Afrique de régler un certain nombre de problèmes, notamment le problème de la question de l'équilibre alimentaire et aussi de la prospérité. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Et je pense qu'avec l'engagement que vous avez, eh bien, ça ne peut que donner des succès. Merci beaucoup à vous d'être resté en notre compagnie. Je crois que c'est une question qui intéresse tout le monde, le développement de l'agriculture. Merci encore et à bientôt pour un autre numéro du Talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.